Assalamu alaikum. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je souhaite le bienvenu pour mes collègues libanais et aussi pour Asma. Et aussi le bienvenu pour les personnes de l'ANEP et pour les nouveaux recrues de l'AME. Et par la suite, les anciens de l'AME. Voilà. Surtout quelques-uns. Voilà. Aujourd'hui, la formation portera sur la performance énergétique des bâtiments. Dans mon intervention, je vais un peu exposer rapidement l'état des lieux succinct au Maroc pour tout ce qui est performance énergétique de bâtiments. Le Maroc dispose d'une loi 4709 relative à l'efficacité énergétique. Cette loi, c'est elle qui a amené la notion de la performance énergétique, énergétique au Maroc. Et le premier décret d'application relatif à cette loi, il a porté sur la réglementation thermique de bâtiments comme traduction de cette performance de bâtiments, de cette performance énergétique d'une manière générale, qui a été appliqué aux bâtiments en premier, c'est-à-dire aux bâtiments enveloppe et non pas la partie active qui va venir par la suite à travers d'autres décrets d'application relatifs aux performances énergétiques minimales des équipements énergivores. Le Maroc aussi dispose d'un label aussi qui est appelé Ecobinayat. Et nous sommes en train de changer un peu le nom pour éviter les confusions avec le logiciel Binayat pour devenir Eco Mabani. Il y a que Madame. Mabani Eco. Donc on a switché. Donc d'accord. C'était initialement on souhaitait changer le nom de Eco Binayat, mais on va changer le nom de logiciel qui sert à la vérification de la conformité à la RTCM. Donc le Maroc, il dispose aussi de plusieurs normes qui sont homologuées, qui deviennent normes marocaines INM et qui portent sur la performance énergétique. Donc l'AME travaille avec l'IMANOR, l'Institut marocain pour la normalisation, pour justement homologuer ces normes européennes d'une manière générale, pour qu'elles soient adaptées au contexte marocain, qu'elles deviennent des normes INM. Il y a aussi l'AME travaille sur le développement d'un référentiel du bâtiment, donc pour la certification et l'étiquetage des bâtiments. Donc nous travaillons en ce moment pour développer un référentiel aussi d'étiquetage et de certification des bâtiments et résidentiels et tertiaires au Maroc. Nous avons développé un référentiel et nous travaillons en ce moment pour mettre en place justement un processus de sa mise en place et aussi pour déterminer les impacts énergétiques et aussi les impacts économiques pour le développement de ce référentiel qui est dédié à la certification des bâtiments au Maroc. Ça d'une manière rapide. Par la suite, Mme Belkbir va exposer en détail le label que nous avons développé et que nous avons retravaillé et adapté pour le secteur tertiaire avec justement les personnes de l'ANEP. Et par la suite, je vous souhaite qu'on tire profit de cette formation pour l'ensemble des participants, y compris bien sûr les personnes, surtout les nouveaux recrues et aussi les anciens de l'AME, tels que M. Dabani et M. Aïtouf Khair en particulier. Voilà, je vous remercie. Et bonjour tout le monde. Je voudrais donc remercier M. Makawi et certainement l'AME d'avoir donc organisé dans le cadre de MITMED et avec l'ALME du Liban cet atelier de formation sur GRASMED Rating System. Donc, simplement une petite introduction sur ce qu'on va faire aujourd'hui.
ce GrassMed Rating System, en principe, c'est un outil, en fait, de labellisation de bâtiments. Mais en fait, on ne va pas faire exactement la labellisation de bâtiments dans le cadre de ce GrassMed. On va essayer de créer une synergie dans des pays méditerranéens qui sont en train de travailler sur les bâtiments verts et qui ont déjà développé des réglementations thermiques. Chacun y travaille dans un sens différent, mais finalement l'objectif, c'est de rendre le bâtiment performant énergétiquement et durable, et surtout de diminuer les impacts environnementaux des bâtiments. Bien entendu, comme le Maroc, comme la Tunisie, le Liban, chacun de son côté travaille sur les bâtiments durables. Actuellement, dans le cadre de ce projet MITMED 2, on essaye de créer une plateforme commune. Il y a actuellement une plateforme en cours de développement qui va être lancée rapidement, c'est la plateforme GrassMed Green Book. Green Book, c'est-à-dire Green Building Open Online Certification and Courses, c'est-à-dire c'est un système qui va permettre une amélioration, une certification, mais pré-certification, si on veut dire, des bâtiments, puisqu'il n'y a pas une certification, une labellisation de bâtiments. Ça veut dire que si on a des bâtiments dans le cadre de n'importe quelle région de la Méditerranée, on peut tester ces bâtiments dans le cadre de cette plateforme avant de les présenter au système de certification nationale. Ça veut dire que nous ne sommes pas en compétition avec Ecobinayat ou autres dans les systèmes méditerranéens, mais on veut effectivement encourager l'utilisation de ces référentiels à partir de cette plateforme GrassMed. Donc GrassMed, il se veut, comme on dit, un peu général qui tient en compte tous les indicateurs et tous les référentiels, toutes les exigences de référentiels, qu'on va les mettre en synergie. Et à travers de cette plateforme, on peut entrer, on peut donc tester les bâtiments et finalement, une fois que le bâtiment il a obtenu des notes qui le permettent d'être un bâtiment vert, on pourrait, si on veut obtenir une certification nationale, on pourrait donc le présenter donc, dans le cadre de notre système. Le programme de cette journée, c'est un programme intense. Donc, c'est un programme de présentation générale de la performance énergétique des bâtiments, pas seulement l'enveloppe, mais tous les systèmes énergétiques, et de voir comment évaluer cette performance énergétique, puisque toujours on a besoin d'un système de mesure, c'est-à-dire si la longueur, on utilise les mètres, par exemple, le poids, on utilise des kilogrammes, mais pour dire qu'un bâtiment vert, c'est quoi l'unité de mesure, quels sont les instruments de mesure, quels sont les outils de mesure qu'on va le faire. Et là, à partir d'aujourd'hui, on va passer une à une, c'est-à-dire rapidement comment on mesure les performances thermiques de l'enveloppe, comment on mesure les performances thermiques, les performances énergétiques des systèmes de chauffage, de climatisation, l'éclairage et ainsi de suite. Une fois qu'on a vu tout ça, on va voir comment le rating system GrassMed, il peut prendre en considération toutes ces mesures qu'on a développées pour donner une note au bâtiment. À partir de ces notes de bâtiment qu'il a cumulées à travers tout ce qu'on a fait, on peut savoir que ce bâtiment est satisfait des conditions de bâtiment vert ou bâtiment durable et comment, si on veut améliorer sa note, comment faire pour améliorer sa note. Alors, bien entendu, ça, c'est le GrassMed. Mais après, on va voir que ce GrassMed, il est intégré dans une plateforme, et cette plateforme, elle est développée dans le cadre du projet MITMED. Elle va être une plateforme ouverte. Tout le monde peut entrer dans cette plateforme, et tout le monde, il peut entrer les données concernant le bâtiment et évaluer automatiquement, dans le cadre de cette plateforme, la performance énergétique et environnementale de ce bâtiment. Donc voilà l'objectif, et ça va être très utile pour les professionnels, très utile pour les agences énergétiques dans les différents pays, puisqu'ils ont un outil de calcul, un outil de vérification, et aussi un espace d'échange, puisqu'on va placer sur cette plateforme toutes les données concernant les référentiels de chaque pays, voilà, et on va échanger aussi sur le bâtiment vert. Si on a des bâtiments qui ont été certifiés au Liban,
on va voir ces bâtiments, comment ils sont sur cette plateforme. Au Maroc, la même chose. Donc, on va créer un espace échange sur les bâtiments durables et le bâtiment vert. Voilà donc le programme de la journée, comment ça va se passer. On va commencer aujourd'hui la partie qui est la partie enveloppe du bâtiment et le bâtiment site vert, c'est-à-dire comment on choisit les sites puisque l'emplacement de bâtiment il est important. Donc voilà. Et demain, on va enchaîner avec les équipements énergétiques des bâtiments. Voilà. Et on termine après-demain avec les impacts environnementaux du bâtiment sur la santé et aussi le problème de l'eau et comment on peut faire la préservation de l'eau dans le bâtiment. Et on présente effectivement la plateforme à la fin qui va être opérationnelle et qu'on va vous inviter tous à joindre cette plateforme. Donc, je vous remercie et je vous souhaite un atelier effectivement fructueux. Madame Alicia Tsitsikalis, qui est donc de Paris, elle n'a pas pu intervenir aujourd'hui, donc elle nous souhaite un atelier, un bon atelier, et peut-être à la fin, on va avoir à la clôture de l'atelier, on va demander son intervention. Bonjour à tous, encore une fois. On va commencer donc à parler un petit peu de Grassmann. On va rappeler un petit peu quelques... Bon, vous connaissez certainement, et vous savez que le bâtiment prend une place très importante au niveau environnemental, au niveau de la consommation énergétique. Donc ça, on le sait. On a longtemps, et vous avez aussi travaillé sur ce qu'on appelle les indicateurs d'efficacité énergétique. Et c'était un travail, je dirais, assez régulier et qui s'étale jusqu'à maintenant. Donc là, on a en fait, je ne sais pas s'il y a des gens qui travaillent bien sûr sur MITMED 2. Il y a l'activité en fait, pardon, 2.4, en fait, c'est Work Package 2, c'est sur les indicateurs d'efficacité énergétique. Et là-dedans, bien sûr, il y a une grande partie qui est consacrée aux bâtiments et aux tendances de la consommation énergétique dans les bâtiments. Donc, moi, je dirais, au niveau de l'ALME, on a travaillé sur les indicateurs d'efficacité énergétique régulièrement depuis pratiquement 2010. Donc on a une base de données qui est quand même assez conséquente, non pas seulement dans le domaine des bâtiments, mais ça englobe en fait tous les secteurs de consommation, mais on suit de près, si vous voulez, l'évolution de la consommation d'énergie dans le secteur des bâtiments et nous avons beaucoup de données et là dernièrement on a aussi établi un rapport pour justement le Work Package 2 WP2 dans le cadre de MITMED 2. Et il y a aussi une équipe aussi chez vous qui travaille aussi sur les indicateurs. Alors bien sûr, on connaît un peu l'importance, mais là, on voudrait faire un petit rappel, disons, de la situation globale des bâtiments et de la consommation d'énergie, plus particulièrement, d'un point de vue mondial, disons. Et on revient un petit peu sur notre région pour voir aussi son importance. Donc, on va voir un petit peu... Voilà, dans l'ordre, ce qui est nouveau concernant les bâtiments. On va voir un petit peu les tendances depuis 2015 jusqu'à 2021. On va voir aussi le suivi de l'indice de décarbonation, la demande globale, les activités récentes de construction bien sûr durable et verte. On va voir un aperçu sur les politiques, codes et certificats, sur les activités d'évaluation, sur les performances énergétiques minimales des systèmes, si vous voulez,
les labels et les certifications. Alors, ce qui est nouveau, donc, au niveau du secteur des bâtiments, donc, alors bien sûr, la pandémie, le Covid de 2019 a chamboulé beaucoup de choses, en fait, et y compris le secteur du bâtiment. Donc, on remarque, par exemple, en 2021, on a une reprise d'activité concernant la construction et on voit une augmentation d'environ 4% par rapport à 2020. Donc, on a une sorte de rattrapage, si vous voulez, et on remarque aussi que c'est la plus forte augmentation des 10 dernières années. Donc, on a une forte reprise. Alors, malgré certains progrès au niveau politique, on a une sorte d'absence de changement structurel. On a bien sûr un écart croissant entre les performances réelles du secteur et la voie de décarbonation nécessaire. Donc, on a un écart assez important qu'on va voir. Les émissions de CO2 donc, du secteur du bâtiment ont à nouveau donc, atteint un niveau record. Alors, on a la valeur ici, mais on a une augmentation de l'ordre de 5% par rapport à 2020 et 2% de plus que le précédent pic de 2019. Donc, on voit que malgré les politiques et malgré, disons, les bonnes volontés, on voit que ce n'est pas suffisant et que la reprise des activités des bâtiments ont un effet d'augmentation assez importante de la consommation d'énergie et de l'émission des gaz à effet de serre. Alors ici, on voit quelques indicateurs. Donc on voit un petit peu, bon, en émission, on a une petite diminution entre 2021 et 2015. C'est rapporté au mètre carré, donc c'est bien sûr, ce n'est pas au global, c'est rapporté au mètre carré. En global, ça a beaucoup augmenté, bien sûr. Alors, on regarde aussi l'intensité énergétique qui a un petit peu baissé, très légèrement, vraiment pas grand-chose. Mais au niveau de la construction, on voit, par exemple, une augmentation très importante. Bon, le nombre de pays qui ont adhéré à ce qu'on appelle les contributions nationales déterminées, c'est-à-dire l'engagement concernant un peu l'accord de Paris, bon, on voit que ces pays ont beaucoup augmenté, donc on passe d'un chiffre de 2015 à pratiquement 90 à 160 à peu près. Alors, avec une augmentation aussi pour les pays qui travaillent sur les codes énergétiques dans les bâtiments. Et au niveau de l'investissement, bien sûr, du secteur, on a une augmentation qui est très importante. Bon, si on regarde un petit peu l'indice de décarbonation, en fait, ça donne une image de la décarbonation, c'est-à-dire de la diminution des émissions de gaz à effet de serre. Bon, si on regarde un petit peu, disons la première ou la courbe ou le graphique, non, ça c'est un peu la tendance, disons, souhaitée pour atteindre en 2030 les engagements de l'accord de Paris. Donc ça, c'est ce que doit être l'indice de décarbonation. Et là, ce que vous voyez sur la courbe en continu, enfin deuxième graphique si vous voulez, l'indice réel. Donc on a une comparaison entre les deux indices. Et bien sûr,
il faut que cet indice augmente d'une année à l'autre, et on voit que ça ne correspond pas malheureusement en réalité à ce que ça doit être. Donc on a une diminution très importante, par exemple, le niveau de décarbonation en 2021, il est à 8,1 points contre 11,3 en 2020. Donc ça a beaucoup chuté. Bon, ce n'est pas un bon signe, bien sûr. Il faut que ça revienne à des valeurs beaucoup plus importantes. Donc on s'écarte, vous voyez, on s'écarte un peu des engagements et des valeurs qu'on souhaite avoir. Concernant la demande énergétique, bien sûr, on est, si vous regardez sur le plan mondial, disons, on est à peu près en demande finale, on est à 30%. Donc le secteur des bâtiments, c'est à peu près en fait le tiers de ce qui est consommé globalement dans tous les secteurs d'activité ou de consommation. Donc on rappelle que la demande d'énergie en 2021 a augmenté de 4%. Et dépasse de 3% pratiquement le pic de 2019. Encore une fois, donc ça on l'a vu tout à l'heure, il faut l'intensité énergétique. Bon, on l'a vu tout à l'heure, elle est restée pratiquement inchangée, elle n'a pas bougé, elle a baissé juste à peine 1%. Mais pour respecter les engagements concernant un peu l'accord de Paris et la contribution nationale déterminée, il faut que l'intensité baisse de 5% par an jusqu'à 2030. Bon, c'est... Oui, ça, ce sont des valeurs moyenne, mondialement. Ça, c'est les valeurs globales. Oui, tout à fait, oui. Mais bon, globalement, bon, les engagements des pays, bon, dans ces engagements, il y a le secteur des bâtiments, il y a un engagement vis-à-vis de la consommation énergétique et de la diminution des gaz à effet de serre dans le secteur des bâtiments. Mais là, c'est le global, en fait, c'est le global. Après, on revient, bon, on a des exemples, bon, il y a à la fin quelques chiffres sur la région, en fait, méditerranéenne. Hein, je vais montrer ça. Bien. Alors, au niveau des activités de construction verte, donc quand on regarde un petit peu, bien sûr, il y a la baisse avec le Covid-19, en fait, 2019. Et on voit que ça repart un petit peu, mais ça repart surtout, en fait, plus particulièrement dans les pays à revenus élevés. Donc voilà, ça nous donne une idée un petit peu de l'augmentation des activités sur le plan mondial et dans certains pays. Bien, voilà, il n'y a pas vraiment beaucoup de commentaires à faire ici. Alors, ici, bon, on a un certain nombre de points, disons, mais il est intéressant de voir que, par exemple, en matière de politique, donc là on parle un petit peu politique, code et certification, bon, on a une augmentation en 2021 de 23 pays qui ont révisé et mettant à jour leur CND, avec un plus grand engagement en faveur de l'efficacité dans le secteur du bâtiment. 80% des pays font désormais référence au bâtiment dans le cadre de leur plan d'action CND. Donc il y a une augmentation 69 en 2020 et 80 en 2%. Donc on passe de 135 à 158 pays. Bien.
Donc là, on voit par exemple, concernant un petit peu les codes des bâtiments, les codes énergétiques dans les bâtiments. Donc là, on remarque aussi une augmentation et on a, par exemple, en 2022, on a 79 pays sur 196, donc 40%, qui disposent des codes énergétiques des bâtiments, qui sont soit obligatoires pour au moins une partie du parc immobilier, soit comportant une composante volontaire. Donc là aussi, on a une augmentation. Donc on voit en termes de politique et d'engagement et de codes, on a une augmentation qui est assez importante, mais malheureusement au niveau de la consommation, parce qu'on a un secteur qui est en forte progression et il y a beaucoup disons, d'augmentation d'activité qui font qu'au niveau global, le taux de CO2 continue à augmenter. Bien, donc ici, en 2021, donc 74 systèmes de certification, donc là, Adel va parler beaucoup plus des codes de certification, mais il y en a pas mal. Et malheureusement, la plupart de ces codes ne sont pas vraiment très adaptés à nos pays, ou bien sont spécifiques par pays, ou ils ont des niveaux d'exigence qui est très, très élevé et qui ne correspondent pas à notre situation. Alors, ici, si vous regardez un petit peu, alors, en politique, encore une fois, et donc, label est concernant le minimum energy performance standard, donc les performances énergétiques minimales au niveau des appareils ménagers. Donc là, on a encore, si vous remarquez un petit peu, vous regardez un petit peu, au niveau de MIPS, par exemple, en réfrigérateur, on a pratiquement, en 2021, on est passé à 80% contre 40% en 2000 et un peu plus que 60% en 2010. En label aussi, on a une augmentation qui est quand même assez remarquable, assez importante, tant concernant les réfrigérateurs, concernant la climatisation et l'éclairage. Donc on voit que globalement, il y a beaucoup plus, je dirais, d'engagement et beaucoup plus de références. En fait, on fait beaucoup plus de références à des appareils performantes énergétiquement. Donc là, ça va vraiment dans le bon sens. Alors là, on a un petit aperçu sur certains pays. Bon, il y a des pays où on n'a pas toutes les valeurs, mais bon, par exemple, si on prend la Jordanie, bon, le secteur des bâtiments en consommation d'énergie représente pour la Jordanie à peu près 29% en énergie primaire, 20% en énergie finale. Si vous prenez le Liban, par exemple, on est en énergie finale, on est à 30%. Et en primaire, en consommation primaire, on est à 40%. Bonjour tout le monde, salam alaikum et bienvenue à tous à Marrakech à Lamé. Donc je me présente encore une fois, Nada Belkbir, je suis ingénieur en efficacité énergétique, service bâtiment au sein de Lamé. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un peu le statut des bâtiments verts et durables au Maroc. Donc je vous montre un peu le planning de ce qui va se passer. Donc je vais un peu vous présenter Lamé pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, je vais présenter aussi la stratégie nationale d'efficacité énergétique, le cadre réglementaire et normatif, surtout dans le secteur du bâtiment, les modèles de construction efficaces au Maroc. Donc, ça, c'était un projet qui a été fait par l'AME pour voir quels sont les modèles efficaces au Maroc. Et enfin, je vais parler un peu des labels que l'AME a travaillé.
Donc, l'AME est une organisation publique, donc elle a été fondée en 1982, donc sous le nom du Centre de développement des énergies, c'était le CDER. En 2010, ça a devenu l'Agence nationale pour le développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, donc l'ADERE. Et c'est en 2016 qu'elle a été nommée l'Agence marocaine pour l'efficacité énergétique, avec un focus sur l'efficacité énergétique et la promotion de l'efficacité énergétique au Maroc. Donc les missions de l'AME reposent sur la proposition à l'administration par un plan national et des plans sectoriels et régionaux de développement de l'efficacité énergétique, la conception et la réalisation des programmes d'efficacité énergétique, le suivi et la coordination et la supervision des actions de développement dans le domaine de l'efficacité énergétique, le suivi et la coordination des réalisations de l'audit énergétique et la mise en œuvre de leurs recommandations, la mobilisation des instruments et des moyens financiers nécessaires à la réalisation des programmes, et enfin la proposition et la vulgarisation des normes et des labels en matière d'efficacité énergétique des équipements et appareils. Donc c'était en 2009 que le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, a lancé la stratégie nationale énergétique, donc, qui avait pour but le renforcement de la sécurité d'approvisionnement et la disponibilité de l'énergie. Donc, comme vous savez, le Maroc importe 90% de son énergie. Donc, il a été judicieux de penser à la sécurité d'approvisionnement de l'énergie, l'accès généralisé à l'énergie à des prix raisonnables, la maîtrise de la demande et la préservation de l'environnement. Donc, comment cette stratégie s'articule? Donc, elle s'articule autour de 5 orientations. Donc, on a le mix diversifié, optimisé autour de choix technologiques fiables et compétitifs, la mobilisation des ressources énergétiques nationales par la montée en puissance des énergies renouvelables, l'efficacité énergétique érigée en priorité nationale, le renforcement de l'intégration régionale et le développement durable. Donc, cette stratégie a conduit à la mise en œuvre d'une série de réformes législatives, réglementaires et institutionnelles visant à établir les bases d'un modèle énergétique durable et d'un développement économique et social. Donc, de là, s'est déclinée la stratégie nationale d'efficacité énergétique. Donc, cette stratégie se traduit par 5 orientations stratégiques dans les principaux secteurs de consommation, à savoir l'industrie, le bâtiment, le transport, l'agriculture et la pêche et l'éclairage public. Donc, cette stratégie a pour but le respect des principes fondamentaux de l'efficacité énergétique, donc l'intégration de l'obligation de respect de l'efficacité énergétique dans tous les projets étatique et soutenu par l'État, structurer et professionnaliser le secteur de l'efficacité énergétique, positionner l'efficacité énergétique au cœur des enjeux et des préoccupations des professionnels du grand public et mobiliser les ressources et améliorer la coordination pour le développement de l'efficacité énergétique. Donc, cette stratégie a pour but d'arriver à une réduction des économies d'énergie de 20% d'ici 2030, avec plusieurs mesures dans les différents secteurs dont on a parlé. Et le but étant de réduire la consommation énergétique du bâtiment et de l'éclairage public d'ici 2030 de 14%, pour le transport, réduire sa consommation de 24%, pour l'industrie 22% et pour l'agriculture et la pêche de 13%. Donc la stratégie, donc le développement de l'efficacité énergétique se fait par la réglementation et la normalisation, l'expertise technique, la nouvelle technologie, le financement, le changement de comportement et enfin la sensibilisation et la communication. Donc, comme je vous ai dit, plusieurs législatives et cadres réglementaires a été changé. On a commencé d'abord par la loi 4709 dont M. Moukawi a parlé tout à l'heure. Donc, c'est elle qui a posé les bases de l'efficacité énergétique au Maroc, donc les principes fondamentaux. Donc, elle fixe les performances énergétiques, donc elle parle des MEPS, de la RTCM, donc le règlement thermique de construction au Maroc, et des normes d'efficacité énergétique et marché public. Donc, aussi, elle parle d'audit énergétique, donc l'audit énergétique obligatoire,
Et donc, après la loi, viennent les décrets qui ont suivi. Donc, on a le premier décret qui concerne le règlement général de construction. Donc, c'est le décret numéro 2-13-874. Donc, ce décret fixe les règles de la performance énergétique des bâtiments et établit le Comité national pour l'efficacité énergétique dans le secteur du bâtiment. Aussi, elle fixe les exigences en termes de performance énergétique de l'enveloppe au niveau de l'isolation thermique, l'optimisation du taux de vitrage, l'orientation, etc. Pour le deuxième décret qui est venu, c'était le décret 2-17-746 qui concerne les audits énergétiques obligatoires et les sociétés d'audit. Donc celui-là fixe les seuils de consommation d'énergie, donc que ce soit pour l'industrie ou pour le bâtiment. Donc pour les bâtiments tertiaires, donc, le seuil est fixé à 500 TEP. Aussi le décret précise le contenu de l'audit énergétique par secteur et les modalités de sa réalisation. On a aussi le décret de 1865 donc, concernant les sociétés de services énergétiques et le décret 2-20-716 sur la performance énergétique minimale des appareils et équipements fonctionnant à l'électricité, au gaz naturel et aux produits pétroliers, liquides ou gazeux. Donc là, on va voir la réglementation thermique de construction au Maroc. Donc c'est le premier décret dont on a parlé. Donc il vise à l'application de la loi 1290 relative à l'urbanisme et la loi 4709 relative à l'efficacité énergétique. Donc selon la réglementation thermique, le Maroc a été divisé en 6 zones climatiques. Donc pour chaque zone, est associé des exigences particulières. Donc le but étant de fixer les règles de performance énergétique des constructions en spécifiant les exigences en matière de performance énergétique de l'enveloppe des bâtiments. Donc comme je vous ai dit, au niveau de l'isolation thermique, du taux de vitrage et de l'orientation et protection solaire des fenêtres. Donc, elle adopte 2 approches. La première, c'est l'approche performantielle. Donc, elle fixe les spécifications techniques minimales en termes de performance thermique des bâtiments. Donc, c'est la limite maximale des besoins en chauffage et climatisation qui est en kWh par mètre carré par an. Donc, selon le type de bâtiment et selon la zone, les besoins spécifiques des bâtiments ont été spécifiés. La deuxième approche, c'est l'approche prospective, consiste à fixer les spécifications techniques et limites acceptables. Donc, la différence, c'est que cette perspective prend en compte le taux de vitrage du bâtiment. Donc, c'est le TGBV. Donc, selon le taux global des vitres, donc le besoin il change. Et ce taux est limité à 45%. Donc, pour accompagner cette réglementation, l'AME a pensé à créer un logiciel donc, qui permet de faire des simulations de bâtiments. Ce logiciel s'appelle Binayet. Donc, il a une base de données de caractéristiques thermophysiques des matériaux de construction et d'isolation au Maroc et la base de données météorologiques de toutes les villes marocaines. Donc, ce logiciel, ça, c'était la première version. Donc, comme a dit M. Mkawi tout à l'heure, l'AME est en train de travailler sur une deuxième version du label qui sera, Inch'Allah, nommée Mebani Eco. Et donc, le logiciel, il permet d'avoir une fiche de conformité qui est présentée par l'architecte lors du dépôt du permis de construire. Donc, il faut être conforme à la réglementation thermique avant de pouvoir avoir le permis de construire. Donc, on a aussi les audits énergétiques obligatoires dont je vous ai parlé tout à l'heure qui sont sous le décret 2-17-746. Donc, il fixe bien sûr les seuils, comme on a dit tout à l'heure. Donc, pour chaque consommateur, il se doit de déclarer sa consommation annuelle, de désigner un responsable énergie, de réaliser l'audit s'il est assujetti à l'audit énergétique obligatoire, de communiquer le rapport au ministère de la Transition énergétique et développement durable et de la mise en œuvre des recommandations et des actions d'amélioration de la performance.
Le rôle de l'AME donc, est de préparer les formulaires donc, pour la déclaration des consommations, donc de créer une base de données des consommateurs assujettis et de leur consommation, de contrôler la qualité des rapports. Donc, une fois le rapport chez le ministère, donc le ministère il nous envoie le rapport d'audit pour une vérification et pour voir s'il faut le complémenter ou autre. Donc, aussi, l'AME veille à la mise en œuvre des recommandations des audits et élaboration d'un rapport annuel des résultats de mise en œuvre. Et enfin, assurer le secrétariat du comité d'octroi d'agrément des organismes d'audit. Merci beaucoup, Madame Belkebir, pour cette présentation. Donc, ça montre exactement donc, ce qui se passe actuellement au Maroc concernant les bâtiments verts et aussi les réglementations thermiques. On a vu des exemples très concrets. Et ce qui a attiré l'attention, si vous voulez, c'est-à-dire les exigences de la réglementation thermique ou le règlement thermique des bâtiments au Maroc, le RTBM. Vous avez vu que le niveau de performance énergétique des bâtiments qui sont exigés sont de l'ordre de 50 à 60 kWh par mètre carré par an pour les bâtiments, même 66 plutôt, pour les bâtiments ce qu'on appelle tertiaires. Mais pour le résidentiel, c'est beaucoup moins. Bon, si quelqu'un qui est en train de regarder ces valeurs qui viennent de l'Europe, ces valeurs, en fait, ça correspond aux bâtiments basse consommation en Europe. Ça veut dire que jusqu'à maintenant, il essaye d'atteindre ce niveau de 40, 50, 60 kWh par mètre carré par an avec toutes les réglementations thermiques qu'on a, que ce soit en France ou en Allemagne. Les réglementations thermiques ne permettent pas, mais le label basse consommation permet de l'atteindre. Mais ici, c'est-à-dire, on part déjà avec une réglementation thermique qui permet d'atteindre une performance des bâtiments qui est acceptable. Ça, c'est la particularité du climat du Maroc, ou plutôt la particularité des climats des pays sud-méditerranéens. Ça veut dire que les exigences concernant les bâtiments et les besoins de chauffage et de climatisation sont tout à fait différents concernant l'Europe ou les pays méditerranéens du Nord. On a vu aussi sur les projets qui ont été présentés par Omran et autres, tout ça, ce sont des projets de démonstration. On a vu quand même que par rapport à ce qu'on a dans la réglementation thermique, on a pu atteindre des économies d'énergie très importantes selon la zone climatique. Dans certaines zones, on a atteint une grande, de 70, 80 même % sur les besoins de chauffage et jusqu'à 30, 40% sur les besoins de climatisation. Aussi, c'est un indicateur important par rapport aux pays de Méditerranée du Nord. Lorsqu'on utilise l'isolation thermique, on peut réduire énormément les besoins de chauffage, mais l'isolation thermique en elle seule ne suffit pas pour réduire les besoins de climatisation. Pourquoi? Puisque dans les besoins de climatisation, c'est-à-dire on peut réduire les gains de chaleur à travers l'enveloppe, mais on ne peut pas agir sur l'humidité de l'air. Alors maintenant, là simplement, je voudrais vous présenter quelque chose. Ça, c'est un extrait d'une conclusion d'un rapport d'évaluation de la Méditerranée par des experts sur le climat et le changement environnemental qui a été publié en 2020. Là, simplement, je vous dis que la région Méditerranée est confrontée à une série de défis bien connus, notamment le problème de socio-économiques et environnementaux. La croissance économique n'a pas suivi le rythme de croissance démographique. On est en train d'augmenter dans le sud Méditerranée, on a beaucoup de naissances, mais la croissance économique ne suit pas. Aussi, il y a un taux de chômage élevé dans les pays, 28%. Bon, donc l'intérêt, c'est de créer effectivement de nouvelles opportunités, que nous, qu'on considère qu'aller vers les bâtiments verts, ça pourrait donc aussi créer de nouveaux emplois. Et l'utilisation non durable de ressources naturelles, la dégradation de l'environnement et les impacts du changement climatique ont encore exacerbé les défis existants, mettant en péril l'accès à l'eau, à la nourriture, à l'énergie, accélérant la désertification et la perte de la biodiversité et menaçant les vies et les moyens de subsistance. La région
Méditerranée a été qualifiée de point chaud du changement climatique, se réchauffant en moyenne 20% plus rapidement que le reste du monde. Donc là, c'est un point qui est très important, c'est une alerte en fait que la région Méditerranée, on a un problème à tous les niveaux et elle se réchauffe 20% plus que les autres régions du monde. Et ce qui nécessite effectivement une attention particulière et pour l'avenir. Alors là, ici, c'est extrait de la RTCBM, donc la réglementation thermique des bâtiments marocains. On a effectivement cette étude, celle-là. Elle montre quoi? C'est une étude qui a été reprise par la réglementation thermique marocaine et qui montre que le potentiel d'efficacité énergétique dans la région entre 2010 et 2030, où il se trouve, on trouve que dans l'enveloppe de bâtiments efficaces, on peut donc réduire les besoins de chauffage, on a un potentiel de 35%. On a dans l'enveloppe efficace et climatisation, on peut réduire les consommations de 14%. Ce qui veut dire que l'enveloppe du bâtiment, à elle seule, voilà, elle a un impact important sur la réduction des besoins énergétiques dans le bâtiment. Donc, c'est-à-dire, il faut donner... Là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, là, c'est le poids. Si on s'intéresse à l'éclairage, on a un potentiel 14%. On a les équipements, les autres équipements, ainsi de suite. Le chauffe-eau solaire, ça pourrait aussi réduire la consommation de 22%. C'est un potentiel global pour le sud méditerranéen. Donc, ce n'est pas seulement pas le Maroc, c'est le sud méditerranéen. Mais là, ça nous oriente. Pourquoi je vous montre ça? Puisque quand on va faire des labels, que ce soit Ecobenayat ou autre, ainsi de suite, il faut voir où se trouve le maximum de potentiel. Et il faut donner des points, voilà, à ce qui peut améliorer et atteindre ce potentiel. Ça veut dire, lorsqu'on va parler de l'enveloppe, bon, il est prioritaire en principe. Donc, on doit lui donner plus de notes si on l'améliore. L'éclairage, bon, il a un potentiel, mais il ne peut pas avoir les mêmes notes que l'enveloppe. Donc ça nous permet après de doser, de faire un dosage entre les différentes mesures, c'est-à-dire d'amélioration de la performance énergétique, que ce soit de l'enveloppe ou que ce soit des équipements. Voilà. Là, c'est connu à travers le monde, c'est quoi les bâtiments verts? On sait qu'il y a des réglementations thermiques. Les réglementations thermiques, ça représente le minimum. C'est-à-dire, on ne peut pas construire normalement un bâtiment si la réglementation thermique est obligatoire, si le bâtiment n'est pas conforme. Mais les technologies actuelles et aussi les orientations donc, pour réduire les consommations davantage, on peut donc adopter des mesures qui vont au-delà de la réglementation thermique. Donc ça veut dire ça c'est un peu volontaire dans nos régions. Dans certains pays, c'est obligatoire, donc les green buildings. Mais dans notre région, ce n'est pas obligatoire. Mais ça veut dire que si quelqu'un qui a construit un bâtiment qui est conforme à la réglementation, mais s'il va faire mieux, il faudrait le récompenser. Il faudrait donc dire que ce bâtiment, il est mieux que les bâtiments qui correspondent, qui sont conformes. Donc, il faut le récompenser, il faut lui donner un label. Et ça, c'est le label. À quoi ça sert? Ça va servir donc à ce promoteur pour faire le marketing de son bâtiment. Ça permet aussi à un acheteur d'accepter peut-être de payer un peu plus, mais il est certain que le bâtiment ou le logement qu'il va acheter, il est de meilleure performance et tout ce qui justifie un petit peu le surcoût. Donc là, les bâtiments verts, ils peuvent réduire à peu près de 24 à 50% l'usage de l'énergie. Ils peuvent aussi avoir un impact direct sur la réduction des émissions de gaz, sur des effets de serre, aussi sur l'utilisation de l'eau, 40%, mais aussi sur, au niveau des déchets, parce que là, c'est important. Bon, alors maintenant, on a dit que les bâtiments verts ça vient après les réglementations thermiques, mais on entend beaucoup de bâtiments verts. Il y a deux questions qui se posent. Comment réaliser et construire des bâtiments verts? Ce sont les guides. Comment on va s'orienter et comment le tool et comment mesurer, comment vérifier, comment dire que c'est un bâtiment vert. Voilà, on sait bien que
Pour mesurer, donc, pour comparer quelque chose, on a le kilogramme, on pèse le poids, la longueur, le mètre, mais un bâtiment vert, quels sont les critères, quels sont les indicateurs qui nous permettent de dire que c'est un bâtiment vert ou pas? Voilà. C'est ça l'idée globale. Alors maintenant, bon, comme vous avez vu tout à l'heure, il y en a beaucoup de ce qu'on appelle, dans chaque région, il y en a des labels ou Green Building Rating System. Ce sont des systèmes de certification des bâtiments verts. Il y en a beaucoup. Il y en a le BREEAM, c'est-à-dire qui a été développé en Angleterre en 1990. Le LEED, qui est actuellement très connu, même il est utilisé au Maroc et dans la région, et ça, c'était développé en 1998. Green Globe de Canada, CASB, Estidama, bon, il y en a tous. Bon, mais vous avez vu que normalement, lorsqu'on va vers un système de certification des bâtiments verts, il faut se baser d'abord sur les normes existantes, en isolation thermique, en normes aussi, les MEPS que vous avez montrés, ce sont donc les minimums. Donc chaque fois qu'on va dire, voilà, on va faire un bâtiment vert, la base c'est la réglementation, la base c'est les MEPS, et on va faire plus, voilà. Bon, alors si vous avez le LEED par exemple qui est appliqué en Amérique, qui ont déjà commencé depuis très longtemps l'isolation thermique et leur réglementation thermique des bâtiments, ça s'appelle l'HRE 90.1, c'est-à-dire le code d'efficacité énergétique des bâtiments HRE 90.1. Si on regarde l'HRE 90.1, les exigences en matière d'isolation thermique sont très poussées. Ça veut dire le minimum déjà chez eux, voilà, pour commencer à ajouter de notes, il correspond à quelque chose qui n'est pas réaliste dans le cadre de nos pays. Voilà. Donc, là, c'est très important. Vous allez prendre après, donc, je pense, cette présentation. Ici, on a fait une comparaison. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a dans le Green Building Rating System? Qu'est-ce qu'il y a dans le système de certification des bâtiments? Qu'est-ce qu'il y a dans le référentiel BINAIAT? C'est normal, dans tous les référentiels de tout, il y a ce qu'on appelle des catégories qu'il faut passer. D'abord, c'est-à-dire, peut-être, c'est le management, des points sur comment donc on fait l'opération de bâtiment, c'est-à-dire la gestion et l'opération de bâtiment. Il y a l'enveloppe, il y a l'énergie. Il y a la location, c'est-à-dire le site où se trouve le bâtiment et le transport. Bon, c'est-à-dire, là, vous avez vu, dans BREEAM, LEED, HQE, c'est en France. Voilà, on a mis qu'est-ce qu'il a pris en considération et qu'est-ce qu'il n'a pas pris en considération. Et à la fin, il y a GRACE. Et GRACE, c'est-à-dire est-ce qu'il prend en considération l'enveloppe, est-ce qu'il prend en considération le transport. Bon, on a essayé de faire dans GRACE tous les indicateurs possibles, tous les indicateurs qui ont été utilisés dans la majorité des systèmes de certification des bâtiments verts. C'est ça l'importance, il y en a tout dans le... Donc, il y a le site, vous voyez donc le site, le choix de site, c'est important aussi, on va le voir pourquoi. Il y a aussi la qualité de l'air intérieur et l'impact sur la santé. Il y a le système de ventilation et de chauffage, et il y a l'eau, il y a les matériaux, la pollution, et aussi, c'est-à-dire les déchets, l'innovation. Et aussi, est-ce qu'on peut considérer le bâtiment sur le pré-design, c'est-à-dire est-ce qu'on peut donc donner avant au stade de la conception, au stade de la construction, au stade aussi de la finalisation, les matériaux à la fin de leur vie, qu'est-ce qu'ils vont devenir aussi. Donc on voit bien que tout ça. Donc finalement, vous avez vu que pratiquement tous les systèmes de certification énergétique de bâtiments, ils ont le même concept. Mais ce qui est différent dans ces concepts, c'est quoi? C'est le poids qu'on donne à chaque indicateur et c'est aussi la façon dont on mesure l'indicateur. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on considère? Par exemple, si vous prenez un bâtiment qui satisfait à la réglementation thermique qui est marocaine, si on va appliquer le LEED,
c'est-à-dire il ne regarde pas la réglementation thermique marocaine, il regarde la réglementation thermique qui est dans le LID. Et il se trouve que le niveau d'isolation thermique qui est acceptable pour le Maroc ne passe pas dans le LID. Et du coup, on ne peut pas obtenir des notes dans le LID. C'est ça le problème. Donc là, on a essayé donc de faire quelque chose de réaliste, acceptable, sachant que nos réglementations thermiques se ressemblent. Donc personnellement, j'ai travaillé avec le Maroc dans le cadre de développement de la réglementation thermique. Et même ces bâtiments que vous avez montrés, donc contribué à la sélection de ces bâtiments, même au suivi de l'opération. Donc on connaît bien. La Tunisie aussi, la réglementation thermique tunisienne, le Liban, en Jordanie et tout, il y en a vraiment, je vous dis clairement que les exigences au niveau de réglementation et les exigences au niveau du MEPS se ressemblent. Chacun il a suivi un chemin différent, mais c'est différent. Il y a des choses qui sont communes. Donc voilà. Alors maintenant, on regarde pourquoi le BRIEM il est appliqué, et pourquoi le LID il est appliqué, pourquoi Ecobinayat, pour le moment, il est en cours de développement. Mais si on veut le lancer, il ne suffit pas d'avoir seulement le référentiel. Regardez qu'est-ce qu'il y a. Il doit y avoir aussi, par exemple, de benchmark. Il y a des critères comme des critères minimaux prescriptifs qui démontrent comment on fait l'évaluation et aussi à qui on s'adresse. On s'adresse, par exemple, aux assesseurs, c'est-à-dire comment on forme ceux qui veulent suivre l'opération et ceux qui veulent mesurer, ceux qui veulent donc certifier. Donc, il s'adresse aussi aux professionnels pour leur montrer c'est quoi l'importance de ce Green Rating System. Aussi, il fait des guides pour le guide de projet et en plus guide pour les bénéficiaires ou les clients. Ça veut dire il faut aussi atteindre celui qui est en train de construire pour le convaincre pourquoi il va construire un bâtiment vert. Ceux qui peuvent construire peuvent être les développeurs, mais ça peut être aussi les individus. Donc s'il n'y a pas vraiment une campagne de communication, une campagne de marketing, personne ne va aller vers le bâtiment vert. Donc là, dans le cadre de ce projet MITMED, à travers de GRACE, mais GRACE, ça ouvre aussi la fenêtre à chaque pays de mettre sur cette plateforme ce qu'il a. C'est-à-dire, dans le Maroc, il peut dans la plateforme mettre l'écobinayat, il peut mettre aussi les MEPS, toutes les connaissances. Ça nous permet en fait d'échanger tout et en fait, on va faire aussi la promotion, puisque cette plateforme, elle va être ouverte et même les professionnels et les étudiants peuvent entrer. Donc c'est facile, ils veulent entrer, ils peuvent voir qu'est-ce qu'il y a au Maroc, ils peuvent voir qu'est-ce qu'il y a en Tunisie, au Liban, comparer et tout. Et ils ont des outils aussi pour mesurer, pour vérifier leurs bâtiments ici. Donc là aussi, pour ne pas aller vite, dans le GRACE-MED, c'est l'ALME, il s'applique pour les bâtiments existants et les bâtiments neufs. C'est-à-dire même un bâtiment existant, on peut l'étudier et voir s'il est vert ou pas, résidentiel et non résidentiel, et il est destiné à être appliqué pour la région Sud-Méditerranée et MENA. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans cette plateforme? On a les documents, voilà, on a des articles scientifiques sur le GRACE, et on a aussi des guides très détaillés, que ce soit, et aussi on a des softwares qui nous permettent de faire. Comme vous êtes en train de développer un software de conformité, il y a aussi un software qui fait ceci. Donc voilà donc un peu comment ça se passe. Il y a toutes ces données là, et là, bien entendu, on a la conception des bâtiments dans la région Méditerranée et là ses particularités, le climat dans la région Méditerranée aussi, il a ses particularités, mais aussi les connaissances techniques et les matériaux et les équipements. On ne peut pas, par exemple, il n'y a pas actuellement au Maroc triple vitrage dans les bâtiments, tandis que c'est une pratique qui est partout maintenant en Europe.
Voilà. Donc il y a des techniques et des technologies qui n'existent pas. Voilà. Il y a aussi la ventilation mécanique contrôlée dans les résidentiels, ça n'existe pas au Maroc, tandis que c'est obligatoire dans d'autres pays. Donc c'est pour cela on a dit que celui-ci, il est dans l'intérêt de la durabilité écologique dans la région méditerranéenne. Les exigences relatives à ces normes ou MEPS ou autres que vous allez dire peuvent être intégrées dans un système de notation afin de fournir un ensemble complet. Le nouveau système de notation proposé s'appelle GRASMED, c'est-à-dire vos MEPS et vos normes de réglementation, tout ça, peuvent être prises en considération. Il est flexible, vous allez voir comment ça va se passer. Donc là, quels sont les avantages? GRASMED est gratuit et volontaire. Bon, c'est-à-dire il n'y a pas de frais pour tester le système, les bâtiments sur GRASMED. C'est n'importe qui peut entrer et c'est le système. Destiné au secteur résidentiel et tertiaire, et aussi, voilà, bâtiments neufs et tout. Il a été développé au début pour le Liban, c'est dans le cadre de GRASMED 1 et tout ça, et ça fait depuis 2011 en fait que ça existe, et ça a été étendu maintenant pour tenir compte des réglementations thermiques régionales et aussi des conditions et des MEPS régionaux, ce qui veut dire maintenant il s'adresse à être régional. Mais, je répète, ce n'est pas un système de certification, c'est une aide à la certification. Donc simplement pour le voir, hein, ça veut dire on ne va pas donner, ce sont des pré-certificats, ce que vous voulez dire, ce sont des pré-certificats qui peuvent sortir de là, mais on peut même, à partir de ces pré-certificats, connaître un peu au niveau, si on a les référentiels BINAIAT, on peut intégrer le référentiel BINAIAT et faire la correspondance, voilà, entre les deux. Mais après, la certification de bâtiments verts, ça revient à chaque pays. Donc c'est eux qui mènent leur politique. Ce sont simplement une aide pour informer, pour former et tout. Voyez. Donc on a dans le système, pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans, il y a, donc ça s'appelle, pourquoi ça s'appelle GRAS? GRAS, c'est Green Recovery and Sustainable Solution in the Mediterranean. Voilà, c'est une nouvelle approche, voilà, et qu'il y a 4 catégories. Donc on a regroupé tout ce qu'on va regarder dans 4 catégories. Il y a la catégorie enveloppe, voilà, donc l'enveloppe, on va voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Il y a une autre, ça s'appelle les sites verts, puisque le bâtiment à lui seul, il n'est pas tout à fait vert. On peut aller dans une forêt, construire au milieu de forêt un bâtiment super vert et tout ça, mais c'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'on a coupé les arbres, on a créé une route dans la forêt, donc on a nuit à l'environnement, et on est très loin de la ville, il faut prendre la voiture, aller tous les jours et tout. Donc tout ce qu'on a conçu dans le bâtiment vert, on est en train de le perdre sur le transport. En plus, les infrastructures, s'il n'y a pas de réseau d'assainissement, on va faire quoi? On va faire des fosses septiques, donc ça veut dire que le bâtiment, il fait partie d'un tout, il fait partie d'une ville, il fait partie d'un écosystème et tout. On ne peut pas considérer le bâtiment seulement enveloppe et système. Il faut voir son intégration. Donc c'est pour cela qu'il y a ce qu'on appelle le site vert. Il y a tout ce qui est système énergétique et le design, c'est-à-dire comment on peut concevoir un bâtiment passif qui se protège du soleil, qui permet un éclairage naturel, qui permet aussi une ventilation naturelle, et tous ces problèmes-là, c'est-à-dire au niveau de conception, mais en même temps, comment on peut concevoir des systèmes énergétiques efficaces, que ce soit sur le système de chauffage, la climatisation, l'eau chaude, l'intégration de l'eau chaude solaire, le photovoltaïque pour la production d'électricité, puisque maintenant, avec la chute des prix des panneaux photovoltaïques, ça devient de plus en plus avantageux à intégrer le photovoltaïque. Donc, ce qui veut dire ici, voilà, et après, donc, on va aller vers l'eau. Comment on doit réduire la consommation d'eau dans le bâtiment, comment aussi le choix des matériaux dans le bâtiment, comment ça va se faire, puisque vous savez que les bâtiments, même la peinture qu'on utilise, la colle pour la moquette qu'on utilise, ça reste longtemps dans le bâtiment et ça peut créer des grands problèmes pour la santé.
Voilà, donc c'est pour cela. Maintenant, même au niveau des matériaux, il y a une orientation pour utiliser des matériaux écologiques. Voilà, c'est-à-dire. Et effectivement, la biophilie, c'est une nouvelle notion qu'on a intégrée dans GrassMed. Ça veut dire que c'est-à-dire comment l'homme va s'en sentir dans un état, améliorer son état de bien-être dans le cadre d'un bâtiment, puisqu'il y a des bâtiments qui gênent, soit au niveau de couleur, au niveau de la forme, il y en a d'autres bâtiments. On a tenu compte de la biophilie, donc on se sent bien à l'intérieur. Bien entendu, tous ces systèmes, toutes ces catégories, ils sont à la fin, voilà, dans chaque catégorie, il y a, qu'est-ce qu'on traite des indicateurs. On voit que dans l'enveloppe, on ne traite pas seulement l'enveloppe, mais aussi il y a l'éco-construction, les matériaux, est-ce que l'on utilise, ce sont des matériaux écologiques ou pas, les toitures vertes, est-ce qu'on utilise une toiture verte ou pas, et le site, où est-ce que le site? Est-ce que le site qui a été prédéveloppé, il y a infrastructure ou pas? Est-ce qu'on est à proximité des services de base, par exemple? Est-ce que le bâtiment se trouve à côté d'une école, d'une pharmacie et tout ça, parce que ça limite le déplacement? Est-ce que le parking, est-ce qu'il y a des parcs pour les voitures? Vous savez que ce qui rend nos villes chaudes, c'est tout ce goudron qui se trouve, tout ce ciment qui se trouve, même on a un bâtiment et même on fait un parking à l'extérieur et au lieu de laisser un espace vert à côté, on met quoi? On met du béton pour les voitures. Mais là, on peut garder le parking, mais on peut faire un parking vert, c'est-à-dire, bon, on va voir comment. Donc, tous ces éléments qu'il faut prendre. Les systèmes énergétiques que vous voyez, on traite ici le chauffe-eau solaire, les énergies renouvelables, l'éclairage naturel, la ventilation naturelle, la ventilation contrôlée même, il faut l'éclairage efficace, et aussi les chauffages, la chaudière et les systèmes de climatisation, ainsi de suite, et même le BMS, c'est-à-dire le Building Management System, c'est-à-dire qu'actuellement, on peut, même tous les bâtiments, on peut faire le contrôle de tous les équipements, l'éclairage et tout, même à distance, et surtout lorsqu'on utilise du chauffe-eau solaire ou lorsqu'on utilise des panneaux photovoltaïques, on peut faire ce contrôle pour savoir qu'est-ce qu'on peut utiliser comme un équipement en fonction de ça. Et puis voilà la biophilie. Donc, vous voyez, donc tout ça, pour chacun d'eux, dans GrassMed, il y a un cours. Qu'est-ce qu'il y a dans le cours? Il y a c'est quoi cette mesure et comment on fait pour vérifier pour vérifier. Alors maintenant, les points, ce que vous avez dit, madame, c'est-à-dire les points, ça diffère effectivement d'un système de certification à un autre. Mais là, dans GrassMed, on a, pour chaque indicateur que vous avez vu là, on a mis un score. Voilà. Et chaque indicateur, il doit plusieurs options. Donc, on a tenu compte de qu'est-ce qu'il va y avoir, plusieurs options dans cet indicateur. Et comme il y a plusieurs options, le choix, à la fin, on obtient des points. Les points, pour tout ce qu'on a vu, le maximum, c'est 525. Mais effectivement, on ne peut pas obtenir 525, ça va être vraiment un bâtiment. Donc, il faut être réaliste. Donc, on fait le point. Si on a entre 50 à 60%, voilà, et on a donc un niveau qu'on a appelé l'OREL. Bon, là, vous voyez, c'est-à-dire grasse, c'est grasse comme l'herbe, hein, avec la couleur verte. Mais là, le vert, il varie un petit peu du vert qui est assez jaunâtre, on veut dire qui est l'orel. Jade, c'est un vert qui est plus soutenu, puisque ça correspond entre 60 à 70% des points. Et aussi, on a Matisse qui est entre 70 et 80%. Et si on a plus que 80%, on atteint le niveau 1, le niveau le plus élevé, qui est émeraude. Tous ces systèmes de certification, ils doivent avoir ça, mais les notations sont différentes. Et les technologies, la majorité des technologies qu'on va présenter, ce sont des technologies qui sont
applicable dans nos régions. Donc c'est ça la philosophie, et c'est pour cela, c'est un travail commun. Et bien sûr, on va beaucoup échanger ensemble durant ces 2-3 jours, et à la fin, on tient à avoir une séance de conclusion. C'est-à-dire, on aimerait bien avoir votre avis, et on aimerait bien que vous soyez vraiment, vous, un partenaire, puisque le Maroc, avec tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, un partenaire pour cette plateforme, voilà, pour nous lancer cette plateforme, pour diffuser aussi ce que le Maroc a réalisé aujourd'hui, et pour continuer le next step ensemble, c'est-à-dire pour les bâtiments verts. Voilà, je vous remercie.